Aujourd'hui, à l'apéro du chef, on va parler d'écologie. Je reçois Daniel Ruffnark de la société Bluesign. Daniel, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? D'accord, donc Daniel Ruffnark. Ça fait à peu près 30 ans que je travaille dans le développement durable. D'abord pour la Confédération suisse, ensuite pour une marque qui s'appelle Switcher, après pour la SGS. Et finalement, là, il y a quelques mois de ça, j'ai obtenu un job chez Bluesign, qui est en fait une société qui appartient à la SGS et qui s'occupe de développement durable dans le domaine du textile. On peut faire du développement durable dans le textile? Très mauvaise question, je pense que j'imagine qu'on peut couper tout de suite, oui, n'est-ce pas? Non, mais en fait le textile c'est intéressant, c'est 25%. En fait, la chimie du textile, c'est 25% des produits chimiques utilisés dans le monde. Okay. Le textile, ça représente environ 10% des émissions carbone, si on prend toute la chaîne de valeur. Mais le plus important dans le textile, c'est les rejets qu'on a dans la nature. Aujourd'hui, l'utilisation des produits chimiques a un impact extrêmement important sur l'environnement. Évidemment pas ici, mais surtout dans les pays en développement, ou en Chine, ou en Asie surtout, où toute la production est faite de nos jours. Et on voit toutes ces images à la télévision, on voit tout cet environnement détruit. Et Bluesign, en fait, c'est un concept qu'on a mis en place pour changer l'attitude de toute la chaîne de valeur textile dans l'utilisation des produits chimiques. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va travailler beaucoup sur l'impact, on va travailler beaucoup sur les rejets. Okay. C'est la partie facile. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est l'intrant. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans, dans cette chaîne d'approvisionnement? Et plus on va analyser, plus on va mettre des produits propres dans la chaîne de valeur, moins il y aura d'impact. Et en fait, c'est ce que Bluesign fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est qu'on travaille avec l'industrie chimique et on définit une liste qui s'appelle la Bluesign list. D'accord? Donc, on prend tous les produits chimiques qui vont dans l'industrie textile, on les analyse et on dit, elles sont bleues, pas d'impact, elles sont grises, un impact moyen et il faut, quand on les utilise, appliquer un certain nombre de protocoles pour que ça réduise. Ou elles sont noires, et ben elles sont polluantes, elles restent polluantes. Et en fait, c'est la seule liste qui existe, c'est ça qui est intéressant, c'est la seule liste qui existe dans le marché où on te dit ce produit chimique est bon ou ce produit chimique est mauvais. Et c'est là que c'est intéressant parce que notre collaboration avec l'industrie chimique, elle est incroyable, ça n'existe pas. J'étais aux États-Unis récemment et on m'a dit comment ça se fait qu'une petite société à Saint-Gall, une petite société suisse comme ça, détient tout le savoir sur les produits chimiques dans le domaine du textile. Incroyable quoi. Donc on a un know-how absolument fabuleux, on a une quinzaine de chimistes qui tous les jours font ce qu'on appelle l'homologation. Okay. Donc, les sociétés chimiques vont nous donner leurs produits, on va les analyser, on va les rater. Okay. Et ça c'est les substances. Et après, on va créer avec ça, on va créer des produits. Donc c'est notre base de données. Okay. Et ces produits, ensuite, l'industrie de la transformation textile va prendre ces produits pour les mettre, pour faire de la teinture. Donc en fait, il y a la substance qui est donnée par l'industrie chimique, il y a le produit qui est fait de substance, les producteurs viennent choisir, donc on va choisir un produit bleu plutôt qu'un gris ou qu'un noir, j'espère en tout cas, et puis après on produit. Et en fait, ceux qui vont demander à la fin, c'est les marques. Donc on a 3 piliers de clients. Okay. Le chimique, les producteurs de textiles, et puis la marque qui dit bah, tiens, moi j'ai un produit propre. Ouais. Et en fait, ça monte et ça descend. C'est-à-dire qu'on travaille en amont avec les chimiques
Et on avale avec les marques. Et les marques vont dire, pour ce produit-là, pour ta superbe veste noire, le noir est une couleur juste incroyable parce qu'elle pollue énormément. Ah, zut. Le rouge, j'en parle même pas. Moi, putain, j'ai un peu de blanc. Le blanc. Un peu de blanc. Ah, okay, le blanc. Donc on va mettre tout ça ensemble. Et puis sur toute la chaîne de valeur, on va pouvoir déterminer si on a un comportement dans l'utilisation des produits chimiques qui est bon ou qui est mauvais. Okay. D'accord. Et encore une fois, on peut parler de beaucoup de choses dans l'industrie textile pour la sustainability, pour le développement durable. On peut parler des droits de l'homme, mais le vrai impact de l'industrie textile, c'est la chimie. C'est le vrai impact. C'est ce qu'on voit dans la nature, c'est les rejets et tout ça. Et là, c'est vraiment une société juste incroyable. Je suis tellement content d'avoir ça en fin de carrière parce que ayant travaillé pour le gouvernement au début, c'était un travail cool. On visitait les pays en développement, on regardait les sociétés textiles, on leur disait voilà, vous pouvez exporter vers la Suisse si vous êtes propre, mais on faisait rien pour les rendre propres. Mais on disait si vous êtes propre, vous pouvez exporter vers la Suisse. Chez Switcher, on a tout fait, tout intégré pour que le produit soit propre. Il me semble que Switcher était très sensible on était très en avance. Ouais. C'était la baleine, le logo. La baleine jaune. La baleine jaune, ouais. Donc l'an 2000, où on attaquait vraiment le développement durable, on a surtout attaqué sur les conditions sociales des travailleurs en Inde, en Chine, et Portugal et Roumanie, où on travaillait, où on essaye de régler les problèmes sociaux et environnementaux. On avait en Inde, on avait nous investi avec Switcher même dans des teintureries avec osmose inversée, en enlevant le sel dans les rejets. Enfin bref, on avait fait le t-shirt le plus propre du monde. C'était en 2003. Et on l'avait vendu, je me souviens, on l'avait vendu au travers d'un canal en France. C'était Leclerc, pour ne pas le mentionner. Et on le vendait 8 €. Et tout le monde disait, c'est cher de faire de l'environnementalement propre. Puis on a dit non, c'est pas cher. 8 €, c'est pas cher pour un t-shirt quand on sait qu'un t-shirt, c'est entre 1 $ et 4,50 $ à la production. Puis ensuite, je me suis amusé un tout petit peu à la SGS. On a transformé la SGS en une société extrêmement axée sur le développement durable. On a gagné pas mal de prix sur le développement durable. Et puis là, maintenant, c'est encore plus concret. C'est vraiment avec l'industrie chimique, avec les fabricants et avec les marques, ce qui est juste top. Ce qu'il faut maintenant, c'est scale. C'est-à-dire qu'il faut trouver plus de clients. Donc, on a fixé un objectif quand je suis arrivé de doubler la taille de la société. Parce qu'en fait, c'est une bonne chose. Mais on voit aujourd'hui, la problématique, elle est assez intéressante. Parce que moi, je pensais qu'après le Covid, avec le ralentissement, on irait à nouveau vers des problèmes de changement climatique. Maintenant, on arrive avec une guerre. Et j'ai toujours dit, after Covid, climate change. Je me suis trompé, malheureusement. La problématique n'a pas changé, par contre. C'est toute cette disruption de l'approvisionnement. On le lit tous les jours dans la presse, Covid, guerre, etc. Et en fait, quand on arrive avec un thème de développement durable, aujourd'hui, dans cet environnement économique qui sent la récession, malheureusement, ça devient très difficile. Parce que comment est-ce qu'on va convaincre un fabricant d'utiliser un produit chimique probablement un tout petit peu plus cher, mais moins impactant? Je ne crois pas qu'au final, ça va être nous, le consommateur final, qui va un peu impacter cela avec son achat, en fait. Est-ce qu'il va acheter? Est-ce qu'au final, on ne va pas commencer à acheter, à devenir plus raisonnable et acheter meilleure qualité, peut-être moins, mais en meilleure qualité J'adore ta question. Parce que ma première tendance à la réponse, ce serait de dire, tu sais, de toute manière, le consommateur est un mouton. Alors je le dis tout le temps, donc je me fais toujours engueuler, tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi je dis que le consommateur est un mouton? C'est que simplement parce qu'il va acheter ce qu'on lui propose. D'accord? Donc la responsabilité, elle n'est pas chez le consommateur. Je dirais même c'est injuste de pousser la responsabilité chez le consommateur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, de produits faits durable, on parle d'une petite portion des produits disponibles. Mais la vraie responsabilité, et la génération Z y arrive gentiment en disant, mais la vraie responsabilité, elle est chez les entreprises. C'est mon comportement d'entrepreneur dans une entreprise. Toi, tu es entrepreneur, donc tu sais ce que c'est mon comportement qui va faire que le produit va changer. Je te donne un exemple, on avait fait ce produit le plus propre sur le marché avec Switcher, on avait un super marketing et tout, on l'avait présenté, c'était juste génial, personne ne l'achetait. On l'a mis avec les autres, tout le monde l'a acheté. Donc en fait c'est ça, c'est le comportement de l'entreprise qui fait que le produit à la fin est propre.
Et encore une fois, ce qui est très important à comprendre dans le développement durable, c'est qu'il n'y a pas propre ou sale, c'est que c'est un processus. Il n'y a pas de destination, c'est un voyage. En anglais, on dit toujours « it's a journey, it's not a destination ». C'est un voyage. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients aujourd'hui quand je parle à... j'ai la chance aujourd'hui, j'ai un bol de fou, je peux parler au CEO de Puma, je peux parler au CEO de Jack Wolfskin, de Patagonia, tout ça. Et en même temps au CEO de Huntsman, les producteurs de chimie. Et je leur dis toujours, c'est un processus. Eux, ils sont toujours dans le détail. Il faut que ce soit génial, il faut que ce soit dans le détail. Un produit chimique, il a un certain impact. Ta responsabilité, c'est de le réduire. Toi, en tant que producteur de marque, ta responsabilité, c'est de réduire en fait l'impact que ton vêtement aura. Ouais. Mais l'impact zéro n'existe pas. Non, on le saurait. On l'aurait déjà fait. Et quand ça existe, de toute manière, c'est tellement hors des créneaux de marché que c'est quasiment impossible de les acheter. Et du coup, ça fait quoi d'être l'homme qui murmure à l'oreille des CEO? J'adore. Non, c'est cool, parce qu'en fait, je ne suis pas un vrai CEO de l'entreprise. Quand j'arrive là-bas, je raconte une petite histoire. Un jour, quand j'étais chez Switcher, j'allais toujours travailler. On était en short, t-shirt, avec des baskets, comme aujourd'hui. Et puis, un jour, un gars vient à moi, un très bon copain, et me dit tu sais quoi, il faut que tu trouves un vrai travail. Je dis, comment un vrai travail? C'est quoi cette histoire? C'est super ce que je fais. Un vrai travail. Et puis, je me dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est un très très bon ami, c'est Fritz, qui m'a dit, non mais je vais essayer de te trouver un travail, tu sais, il y a un truc qui s'appelle SGS à Genève, je vais te connecter avec le CEO, tu verras, parce que tu ne peux pas aller travailler comme ça, il faut une cravate, il faut... Je dis, non, c'est pas possible Fritz, c'est pas comme ça que ça se passe. Le monde de la chimie est encore très formel, et encore très à l'ancienne. Le monde de la marque, c'est comme nous, tranquille, cool, on y va, voilà. Et ces deux mondes, c'est très difficile de les faire parler ensemble. Et en fait, quand tu dis murmurer aux oreilles, oui, c'est ça, quoi. C'est un peu le go-between. Tu arrives et tu leur dis, bon, ok, maintenant, si vous avez un produit, on va l'appeler sustainable. Oui, mais on ne peut pas parce que... Mais on peut, d'accord? On va mettre un objectif dans le marché en disant que d'ici 10 ans, on aura réduit les émissions de CO2, de la production. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la production même du produit chimique, il y a des éléments de pollution énormes. D'accord? C'est environ 5 à 10% de la pollution du produit chimique, c'est déjà la production. Donc c'est déjà un gros truc. Donc on se dit, ok, si déjà tu travailles là, on va mettre un objectif et on va communiquer vers l'extérieur cet objectif. Et puis on a, ouais, mais bon, je peux pas parce que... Bon. Ok, d'accord. Puis l'autre côté, il y a des CEO qui disent, des marques qui disent, mais moi je veux pas parler de chimie. Parce que si je parle de chimie à mon consommateur, lui, il va partir en courant. D'accord? C'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut cette expérience d'achat, voilà, ou un achat frénétique, enfin, je sais pas. Mais il veut surtout pas. Et le branding ne parle surtout pas. Et ça part, on va surtout pas lui parler du truc qui pollue le plus. Surtout pas. Donc en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je peux pas leur dire, écoutez, on va réduire la chimie, parce que si on dit qu'on va réduire la chimie, ça veut dire qu'il y a de la chimie, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc on essaye pas à pas de mettre des objectifs, de communiquer vers l'extérieur, donc de pousser la chimie à communiquer vers l'extérieur, que non, c'est pas que dégueulasse, mais il y a aussi des choses qui sont positives. Et puis de dire aux marques, on pourrait, avec un Made with Blue sign, dire, il y a moins de chimie dans le produit, ou la chimie est plus responsable, ou plus durable, je ne sais quoi. Et du coup, ce label-là, est-ce que c'est notre neutralité suisse, notre know-how suisse qui permet d'avoir une société comme Blue Sign? Est-ce que Blue Sign aurait pu exister ailleurs? Alors, excellent. Non, mais ça c'est vraiment une très très bonne question, parce que c'est exactement la discussion qu'on a aujourd'hui. C'est est-ce qu'on transfère nos serveurs dans la Trust Valley? Et toi qui es dans ce domaine de la sécurité, cybersécurité, dans le automatic reading et tout, nous, notre souci qu'on a aujourd'hui, c'est que nos données sont extrêmement confidentielles. Donc quand une entreprise chimique nous donne pour la donnée des substances, nous, on doit être sûr que cette donnée, elle est stockée de manière sécure. D'accord ? Donc en fait, on fait un peu un parallèle avec, c'est pour ça que je dis que c'est une excellente question, avec la Suisse. Donc le secret bancaire est tombé, mais on a quand même encore ce côté, voilà, le serveur est en Suisse, le cloud est en Suisse. Donc la marque suisse, la neutralité suisse, l'indépendance suisse, elle est extrêmement importante dans ce domaine-là. Et je vais te dire pourquoi. Il y a un truc qui est juste...
est juste un peu décevant, c'est qu'on a un concurrent. On a pas mal de concurrents qui arrivent, mais c'est des concurrents plutôt ONG. D'accord, des marques qui se mettent ensemble, certains font du chemical washing, c'est ce que je veux dire, ils essayent de faire du greenwash, du bluewash, whatever. Tu vois, je ne vais pas dire un gros mot comme le greenwashing, voilà, je l'ai pensé très fort. Donc oui, donc ça se passe. Et donc il y a des initiatives comme ça. Et il y a notamment une société américaine qui récolte beaucoup de données. Et un des points que l'industrie chimique fait, pourquoi on donnerait ces données quelque part en Californie? Et c'est un gros avantage d'être suisse. Et c'est pour ça que les Américains disent, mais comment ça se fait que cette petite boîte en Suisse, elle arrive à avoir autant de clients et autant de clients fidèles qui disent, bah, écoute, nous on fait confiance. Et cette confiance, c'est ce que je vais faire ces prochaines années, c'est je vais la conforter en nous mettant dans le Trust Valley que tu connais, dans la région ici, donc vraiment pour qu'on soit protégé de ces potentielles cyberattaques. Habituellement, tu sais, je reçois beaucoup de chefs d'entreprise qui ont monté eux-mêmes leur boîte, des entrepreneurs. Ouais. Toi, tu as un parcours un peu différent. Toi, tu as gravé les échelons un à un pour arriver au sommet, quoi. Alors, je suis ce qu'on appelle un intrapreneur. Okay. D'accord. Donc, c'est le gars qui ne prend pas de risques parce qu'il a une structure autour de lui, qui a des idées et puis qui les met en place. Et en fait, c'est ça. C'est que toute ma vie, j'ai fait de l'entrepreneuriat et pas de l'entrepreneuriat. Et j'ai été à bonne école, hein. J'étais avec Robin Cornelius chez Switcher, qui était un entrepreneur fou. Et on apprend beaucoup de choses tous les jours. Le changement, c'est la seule constante, par exemple. Et après, comment dire, le jeu, c'est de pouvoir le faire dans des limites. Et de ne pas être frustré par les limites. Par exemple, quand on est dans un grand bateau comme la SGS, on a monté tout le sustainability de la SGS. Et moi, j'ai commencé avec une page blanche. Hein. J'ai déprimé 2-3 semaines quand j'ai passé d'un monde switcher, entrepreneurial, où une idée par jour, tu pars en Inde sur un coup de tête, coup de fil ou je sais pas quoi, mais lundi tu arrives au bureau, puis mardi tu es dans l'avion pour l'Inde, tu sais pas pourquoi, enfin, la même chose pour Hong Kong. Voilà, tu arrives dans une espèce de grand bateau, et tu dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et à l'époque, SGS avait 50 000 employés. On était déjà dans 160 pays quand j'ai commencé en 2008. Et le big boss me dit, ben voilà, sustainability, vas-y quoi. J'ai mis un tout petit peu de temps pour mettre les choses en place. Et puis après, petit à petit, on a monté la chose. Et puis pour Bluesign, c'est un peu la même chose, mais c'est plus de l'entrepreneuriat dans ce cas-là, parce que c'est beaucoup plus petit. Et puis, tu sais tous les jours si tu vas faire du revenu ou pas. Voilà, on avait un truc dingue avec Cornelius. Chez Switcher, il y avait un truc, si tu n'avais pas vendu 10 000 t-shirts avant midi, tu n'allais pas manger. Ça, c'est le truc de fou, quoi. J'essaye de l'imposer chez Bluesign, ça ne marche pas du tout. Bon, c'est pas vrai. Mais l'idée, c'est quand même, OK, les ventes. Quels sont les clients? Qu'est-ce qu'on peut leur raconter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, la cause est bonne. Le purpose, c'est vraiment de réduire cet impact. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, quand tu parles du purpose, on peut attirer énormément de gens. Il y a plein de gens qui veulent travailler chez nous. C'est un peu plus compliqué parce que c'est Saint-Gall. Donc c'est, mine de rien, c'est pas évident comme endroit parce qu'on me disait oui, c'est bien parce qu'il y a l'université, il y a aussi Dornbirn qui est à côté, qui est en Autriche, qui a une université textile et tout. Puis finalement, on se rend compte, non, les gens ne veulent pas venir à Saint-Gall. C'est mignon. Mais... Alors, il y en a beaucoup qui s'installent à Zurich. Alors, c'est quand même 1h30 de Zurich, pas oublier. Hein. Donc, quand je prends le train le lundi matin, c'est 4h30 de train. Je dis toujours, je suis plus rapidement à Bombay que je suis à Saint-Gall. Parce qu'en plus, les CFF, il suffit qu'il y a un... Non, mais écoute, mais ça va mieux. Franchement, je suis d'accord. Il y a eu une toute petite période quand il y a eu le trou d'Alamand où c'était un peu compliqué. Mais je dois dire, sinon, ça marche très très bien. Et aussi, peut-être qu'en Suisse allemande, CFF est plus développé qu'en Suisse romande. Hein. On est d'accord. Tu m'as dit qu'au début, ça fait 30 ans que tu es dans la sustainability. C'est quoi? Tu t'es réveillé un jour, tu t'es dit
c'est ce qu'il faut qu'on fasse pour le monde? Tu as toujours baigné dedans ou c'est une opportunité? Non, autour des 18 ans, du côté de Lausanne, ça s'est fait comme ça, un tout petit peu dans le Parti des Verts, un tout petit peu. Tu sais, quand tu es jeune, tu es sensible à ce genre de choses. Et ça s'est développé depuis là. Mais à l'époque, c'était un peu différent. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu avais, quand tu faisais partie des Verts, c'était plutôt la gauche. C'est pas la gauche caviar comme aujourd'hui ou les Verts libéraux. C'était vraiment la gauche, un petit peu dogmatique et tout. Et je trouve que, étant dans le sillage des Brella et Sanchi de l'époque, ça donnait une autre ouverture. Ça disait, ah bah tiens, il n'y a pas que le côté purement dogmatique, il y a aussi le côté business, Brella étant le meilleur exemple. Et en fait, pour moi, c'était quelque chose d'intéressant de l'appliquer à l'entreprise. Donc quand j'ai fait mes études, j'avais fait, je me souviens, un travail de recherche qui s'appelait « Intégration de l'écologie dans la gestion d'entreprise ». Et quand j'ai présenté mon projet, c'était quoi, en 90, 91, on me regarde, mais c'est quoi ce truc? Tu vas te planter, c'est nul, c'est zéro ton machin. Et j'avais un prof, je m'appelle Debro, qui venait de la vallée de Joux et qui dit c'est intéressant ça, pourquoi pas, vas-y, fais ton truc. Et j'ai terminé, enfin pas le meilleur, mais un des meilleurs, et c'était vachement intéressant. Comment est-ce qu'on peut intégrer les éléments, à l'époque c'était l'écologie, mais les éléments de développement durable dans la gestion d'entreprise. Et en fait, avec le temps, on se rend compte que le développement durable peut aussi être source d'économie d'énergie. Bien sûr. Peut être source d'économie d'argent. Donc si tu mets énergie et argent en même temps, ça te fait des belles économies. D'accord ? Là, le CEO, il tend plus que l'oreille. Et chaque fois que je parlais au CEO, je disais, tiens, ça on peut réduire, tac, tac, tac. Et quand on monétise les choses, par exemple, à la SGS, il y avait un turnover, un certain pourcentage de gens qui quittent l'entreprise. Ouais. Quand les gens quittent l'entreprise, ben, il y a un coût de remplacement, perte de knowledge, perte de compétences, etc., qu'il faut remplacer. Et là, tu mets un chiffre dessus. Peu importe le chiffre, hein, mais tu dis, voilà, tant de personnes qui partent, c'est plus que ton impact environnemental, en termes de coût. Ah bon? Ah bah oui, mais alors on va commencer à surveiller cet indicateur. Et en fait, dès que tu commences à monétiser tous ces indicateurs de développement durable, et on y arrive, malheureusement 30 ans après, mais on va y arriver. Il y a cette loi comptable aux États-Unis, SASB, il y a des standards comme le GRI, qui te permettent justement de mieux qualifier ces critères de développement durable et de mieux les monétiser. Parce qu'il y a 30 ans, il n'y avait rien. Hein. Ouais, bien sûr. Tu disais, au pire, c'est là-bas. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui nous embête là? Alors, ça va être une question un peu directe et trash, mais est-ce que c'est pas trop tard? Ça fait longtemps que c'est trop tard. Et on le sait très bien, on le sait tous. Aujourd'hui, on est en train de s'énerver sur 2050. Mais c'est trop tard partout. C'est-à-dire, on prend les produits plastiques, les rejets plastiques dans la nature. Je pense que demain, on va manger des steaks au plastique. Hein, je veux dire, ça c'est... Il y a plus de plastique que de poissons dans les océans. Les microplastiques, tout. Je pense. Malheureusement, ce qui s'est passé avec le Covid, on s'est bien rendu compte qu'on peut encore faire quelque chose. Je dis malheureusement parce qu'on a perdu beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont morts et tout ça, par respect. On se rend bien compte que c'est faisable encore. Que si on réduit la température sur cette planète, ou qu'on la contient, ou qu'on la maintient, à ce stade-là, on va y arriver. Mais en termes de pollution, il va falloir qu'on fasse des gros efforts pour cette réduction. Et on le voit aujourd'hui, paradoxalement, avec la guerre qui est en train de... ou avec le conflit russe, la dépendance des matières premières. Bien sûr. Et on voit qu'il y a quelques pôles de matières premières. On se rend compte que là, on est dépendant d'un seul pays. Maintenant, il y a un conflit. Mais en fait, on essaie de réduire la dépendance de la Chine, puis on se rend compte qu'on est plus dépendant d'un autre pays. Et en fait, cette dépense-là, cette géopolitique-là, elle va être repensée. Et peut-être, je ne sais pas, la conjonction de
d'un conflit mondial, d'un Covid, on arrivera peut-être à trouver moyen de redessiner cette utilisation d'énergie mondiale. C'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant un boost, à mon avis, et je pense que c'est correct, un boost des énergies renouvelables juste incroyable, avec ce qui se passe avec cette dépendance d'Ukraine. La même chose pour la nourriture, enfin, le grenier de l'Europe est en Ukraine. Là, qu'est-ce qui va se passer sur les prochains mois? Si on ne va pas semer, on n'aura pas de blé, on n'aura rien. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc tout ça, ça va s'acheminer différemment. Les flux commerciaux vont commencer à changer. Alors si on reprend le domaine du textile, il y a toute cette théorie du onshoring. Donc par exemple, les États-Unis ne travaillent plus en Asie, mais reviennent plutôt en Amérique latine, etc. C'est très long. C'est très très long. Et peut-être que l'avantage, malheureusement avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on va repenser ça et on va peut-être redynamiser et relocaliser les choses. C'est clair qu'il y a des ponts industriels qu'on a perdus qu'on ne récupérera jamais. Tu penses que, justement, j'allais dire, l'industrie, les entreprises, les grosses usines de textile qu'on a envoyées en Asie, elles ne reviendront plus en Europe? Et ça ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens du tout. De toute manière, même si on prend, je veux dire, le parc industriel chinois est tellement développé que même si on veut partir de Chine, c'est difficile d'aller ailleurs parce que la technologie n'est pas là. Donc on peut aller, pour faire un t-shirt, tu pourras toujours aller au Vietnam, c'est pas un problème. Pour faire un produit comme celui-ci où il y a du nylon, ça devient plus compliqué. Quand tu vas faire une veste doudoune, ça va être très compliqué de la faire ailleurs qu'en Chine. Donc ce transfert de la Chine vers ailleurs, c'est un transfert technologique dont on parle, c'est plus de la main-d'œuvre. Oui, il y a de la main-d'œuvre, mais il y a la petite main, les choses qu'on fait avec la petite main, elles deviennent de plus en plus rares. Et puis après, il y a tout l'aspect, là je parle de textile, mais après il y a tout l'aspect technologique, il y a tout l'aspect de nos téléphones. C'est trop tard. Too late. Ok. Eh bien écoute, j'ai été ravi de discuter d'écologie, de sustainabilité avec toi. Si tu étais un mot de la fin de cette interview. Un mot de la fin, tiens. En fait, encore une fois, le développement durable, c'est pas une destination, c'est un voyage. On est tous acteurs là-dedans. Et je crois que si je peux donner un message aux jeunes entrepreneurs, c'est que ce que vous faites chaque jour va faire la différence. Et c'est vous, c'est pas l'autre, c'est pas le consommateur, c'est votre comportement qui va changer la face du monde. Super. Merci à toi, Daniel. Merci beaucoup, Patrick.